Grand C, l'Afrique subsaharienne, de l'échec de l'assimilation à l'indépendance. Les décolonisations de l'Afrique subsaharienne anglophone se déroulèrent pacifiquement. Tous les nouveaux pays adhérèrent au Commonwealth, qui permet à l'Angleterre de continuer d'entretenir des relations privilégiées d'un point de vue économique, politique et culturel avec son ancien empire. Devant l'échec de la politique d'assimilation française, réactivée depuis la conférence de Brazzaville en 1944, la loi cadre de fer de 1956 permet une évolution vers l'autonomie. La mise en place de la communauté française en 1958 accélère l'indépendance qui finalement est acquise pour l'essentiel des pays en 1960. Cependant, les liens avec la France ne se distendent pas. L'ancienne colonie garde toujours un œil sur les affaires intérieures et extérieures de ces pays. C'est la France-Afrique qui naît. La France va garder donc des intérêts politiques, économiques et culturels majeurs. Elle va favoriser l'émergence de pouvoirs autoritaires, le plus souvent corrompus, mais qui servent ses intérêts dans toute l'Afrique. C'est l'un des facteurs explicatifs du mal-développement, voire du sous-développement africain, et de la prégnance de nos intérêts politiques, notamment de nos grandes firmes transnationales, que sont des firmes comme Total et Areva, et leur mainmise sur le Niger pour Areva, ou sur le Gabon pour Total. La morale n'a guère ici pas d'aspect moral, mais un aspect purement économique, militaire, de défense de nos intérêts, qui sera maintenu de Gaulle à aujourd'hui par des agents de l'ombre, tels que Jacques Foccart, Charles Pasqua ou le fils Mitterrand. D'autres décolonisations se déroulèrent de façon beaucoup plus dramatique. L'immense et richissime Congo belge accède brutalement à l'indépendance sans aucune préparation en 1960. Commence alors une guerre civile de 5 ans où chaque groupe est soutenu par une grande puissance extérieure. Cuba, URSS, États-Unis, Belgique, voire des groupes privés tels que les Diamantaires d'Anvers. Le but étant de faire main basse sur les richesses de cet immense territoire. Le général Mobutu, créature de la France, accède finalement au pouvoir en 1965. Il établit une dictature féroce et corrompue qui ne s'arrêtera qu'en 1997. En 1974, le Mozambique et l'Angola accèdent à l'indépendance après plusieurs années de lutte contre la colonie portugaise. Ces guerres d'indépendance provoqueront la chute du régime de Salazar et l'installation de la démocratie au Portugal. Usée par cette âpre lutte, la dictature de Salazar chute devant la révolution des œillets. La décolonisation de la Rhodésie du Sud en 1980, actuelle Zimbabwe, conduit à de graves tensions entre les riches propriétaires blancs et la population noire. Averti par une telle évolution, le pouvoir sud-africain renforce sa politique d'apartheid mise en place après la Première Guerre mondiale. Arrivé au pouvoir en 1989, le président de Klerk entame une série de réformes fondamentales et tend la main au leader de l'ANC, emprisonné depuis 27 ans, un certain Nelson Mandela, qui saura pardonner à ses ennemis, tendre la main, mettre en place le processus de réconciliation et faire de l'Afrique du Sud une grande puissance émergente. Malgré l'apartheid et la colonisation, l'Afrique du Sud est sur la voie du progrès.